Il existe des noms qui, lorsqu'on les murmure, font frissonner jusqu'aux pierres des forteresses oubliées. Hassan ibn al-Sabah, aussi appelé le Vieux de la Montagne. Un nom qui flotte comme une ombre dans les récits orientaux, les archives secrètes des Templiers, et même dans les souvenirs oubliés des légendes vikings. Qui était-il vraiment? Un visionnaire mystique? Un maître de la manipulation? Ou le fondateur d'un ordre si redouté que même les croisés en tremblaient? Entre les cimes impénétrables d'Alamut et les vapeurs d'un paradis promis, se dessine une énigme millénaire. Là où se croisent les mythes pré-islamiques, les légendes nordiques, les tensions profondes du schisme entre sunnites et chiites, et l'apparition d'une secte secrète qui a changé à jamais le visage de l'histoire. Les Assassins. Une organisation si mystérieuse, si puissante, qu'elle a inspiré les croisades, les théories du complot et même les jeux vidéo les plus célèbres de notre temps. Mais aujourd'hui, oubliez les clichés. Oubliez ce que vous croyez savoir. Car dans cette série exclusive captivante, vous allez découvrir toute la vérité. L'histoire dans sa profondeur, avec ses zones d'ombre, ses figures cachées, et ces secrets si dérangeants qu'ils ont été étouffés depuis des siècles. Préparez-vous à entrer dans l'univers de Hassan ibn al-Sabah, le Vieux de la Montagne et l'énigme des mythes anciens. Là où naît l'hérésie, le feu ne meurt jamais. La Perse de la fin du XIe siècle est un territoire de tension, un carrefour où se croisent caravanes, idéologie, religion et ambition. C'est une époque déchirée par les conflits théologiques entre sunnites et chiites, où les puissances politiques s'efforcent de maintenir l'ordre dans un monde en perpétuelle mutation. Légitimité califale, héritage spirituel et aspiration messianique s'entremêlent dans un tourbillon explosif. Le sang coule souvent là où les mots n'ont plus de pouvoir. C'est dans ce tumulte que naît Hassan ibn al-Sabah en 1050, à Qom ou Ray, selon les sources. Dès son plus jeune âge, l'enfant montre une intelligence acérée, un appétit pour les textes anciens et une dévotion inébranlable. Issu d'une famille chiite duodécimaine, il est bientôt exposé aux idées plus subversives de la branche ismaélienne. Celle-ci proclame que le pouvoir spirituel ne repose pas sur une lignée visible, mais sur la gnose ésotérique transmise de maître à disciple. Ce que Hassan découvre le bouleverse à jamais. Il comprend que la vérité religieuse, loin d'être figée, peut être réinterprétée, transcendée. Il se convertit alors à l'ismaélisme, un acte de rupture qui le place déjà sur la voie de l'opposition au pouvoir abbasside sunnite. Vers 1070, Hassan quitte la Perse pour rejoindre le Caire, centre spirituel et politique du califat fatimide chiite. Le voyage est long, semé de dangers, mais il en sort métamorphosé. Il y découvre non seulement des connaissances antiques oubliées, mais surtout les secrets de l'endoctrinement, de la rhétorique, de la persuasion. Hassan s'imprègne de ces savoirs et devient daï, missionnaire chargé de diffuser la doctrine ismaélienne dans les régions où la foi chiite est opprimée. Mais son séjour au Caire se solde par un conflit idéologique avec le calife fatimide Mustansir. Hassan, puriste, refuse toute forme de compromis politique avec les sunnites, ce qui lui vaut exil et condamnation. Banni, mais armé d'une vision claire, il revient en Perse. Désormais, il n'est plus un simple croyant. Il est porteur d'une mission divine. Au début du XIe siècle, perché au sommet d'une crête escarpée de l'Elbourz, une forteresse oubliée attend son destin. Son nom, Alamut, littéralement, le nid de l'aigle. Hassan y voit bien plus qu'une place forte, un sanctuaire pour sa révolution. Il s'infiltre lentement, convertit les gardes, manipule les chefs locaux par la diplomatie et la foi, jusqu'à ce qu'en 1090, sans verser une goutte de sang, ils prennent le contrôle total de la forteresse. Un coup de maître. C'est ici que naîtra la légende. Hassan transforme Alamut en un centre d'enseignement, de résistance et d'entraînement. Il y fonde un ordre secret de fidèles dévoués, appelé plus tard les Assassins, dont la seule foi remplace les chaînes. Mais comment tenir tête aux Seldjoukides, aux Croisés, aux Abbassides, par la terreur,
la stratégie et le mythe. Les assassins ne sont pas une armée, ils ne sont pas légion, ils sont pires, ils sont invisibles. Ce sont des élèves, des fanatiques, des mystiques, formés à tuer avec précision, dans le silence, au nom d'une cause sacrée. Le meurtre devient alors un acte religieux, une offrande de sang. Les cibles, des gouverneurs, des généraux, des chefs religieux. Chacun est choisi avec soin. Chaque assassinat est symbolique, conçu pour frapper les esprits. Aucune citadelle n'est assez sûre, aucun bouclier n'est assez solide, et les rumeurs commencent à courir. Certains disent que Hassan administre à ces jeunes assassins un puissant narcotique, le hashish, pour leur faire entrevoir un paradis sensuel qu'ils retrouveront s'ils meurent en martyrs. D'autres parlent de jardins secrets, de vierges prêtes à accueillir les fidèles. La peur naît de l'invisible, et Hassan le sait. Ainsi naît la réputation du vieux de la montagne, un homme que l'on n'a jamais vu combattre, mais dont la main semble frapper à des milliers de kilomètres. Ce que l'on oublie souvent, c'est que l'ordre des assassins n'était pas qu'une secte de tueurs. C'était aussi un mouvement intellectuel, un défi lancé à l'orthodoxie religieuse. Hassan promulgue une lecture symbolique du Coran, où chaque verset recèle des sens cachés. Il refuse l'interprétation littérale, s'attaque aux juristes et propose une nouvelle forme de foi, plus mystique, plus personnelle. Cette radicalité le coupe même d'une partie des Ismaéliens. Il fonde une branche autonome, celle des Nizarites, en opposition aux Mustaliens restés fidèles au Caire. Un schisme dans le schisme. Mais pour Hassan, il ne s'agit pas de pouvoir, il s'agit de vérité. Il se retire progressivement de la gestion quotidienne d'Alamut, consacre ses journées à l'étude et à l'écriture, dictant ses lettres aux fidèles disséminés dans toute la Perse. Et pourtant, depuis sa tour d'ivoire, il fait trembler des empires. La première partie de notre récit se referme sur une image forte. Celle d'un homme seul, en haut de la citadelle d'Alamut, regardant les montagnes avec la même intensité qu'un prophète. Il ne brandit ni sabre ni sceptre, mais tient dans ses mains le verbe, la vision, le secret. Il a fondé un ordre qui défie la logique, un mythe qui traverse les siècles, et un mystère qui nous hante encore aujourd'hui. La lame ne parle pas, mais elle décide. L'éclosion d'un ordre redouté. À partir de 1090, une transformation progressive s'opère dans les hauteurs de l'Elbourz. Ce qui n'était qu'un bastion isolé devient une capitale de l'ombre. Le monde extérieur l'ignore encore, mais l'ordre des assassins est né, et il va semer la peur comme aucune force armée ne l'a jamais fait. Sous la direction d'Hassan ibn al-Sabba, Alamut devient un centre d'entraînement où les novices, appelés Fidaïyoun, ceux qui se sacrifient, sont formés avec une rigueur presque monastique. Leur foi est absolue, leur discipline sans faille. Ils apprennent l'art du déguisement, de l'infiltration, du combat rapproché et surtout, la patience. Les missions peuvent prendre des mois, voire des années. Hassan ne leur demande pas de mourir aveuglément. Il leur demande de tuer avec précision symbolique. Chaque assassinat devient un message, une réponse à la répression sunnite, une opération chirurgicale dans la guerre asymétrique contre l'empire seldjoukide. La grande nouveauté que les assassins introduisent dans le jeu politique du Moyen-Âge, c'est l'idée que la peur peut être plus efficace que l'armée. Pas besoin de batailles ouvertes. Il suffit qu'un vizir, un général, un gouverneur soit retrouvé mort dans sa chambre ou poignardé en pleine prière pour que tout un appareil de pouvoir soit paralysé. Le premier assassinat spectaculaire a lieu en 1092. Nizam al-Mulk, vizir du sultan seldjoukide Malik Shah, tombe sous les coups d'un fida déguisé en derviche. Cet acte n'est pas seulement une vengeance, c'est une déclaration de guerre. Peu après, Malik Shah meurt mystérieusement. Certains soupçonnent même un empoisonnement orchestré depuis Alamut. Les Seldjoukides paniquent. Des garnisons entières sont réorganisées, les gouverneurs deviennent paranoïaques. La légende prend racine. Les assassins peuvent frapper n'importe où, n'importe quand.
Et cela ne s'arrête pas aux musulmans. Les croisés européens qui débarquent en Orient entendent vite parler de ce peuple étrange retranché dans les montagnes. Certains les considèrent comme des alliés potentiels contre les Seldjoukides, d'autres les redoutent. Mais qui sont vraiment ces hommes prêts à mourir pour leur maître? L'Occident médiéval cherche à comprendre. Et c'est là que naît l'un des mythes les plus célèbres de l'histoire, celui du Jardin du Paradis. Selon Marco Polo et d'autres récits plus tardifs, Hassan aurait construit un jardin luxuriant dans Alamout, rempli de fruits exotiques, de rivières de miel et de jeunes vierges. Il aurait fait consommer à ces jeunes recrues un puissant narcotique, le hashish, puis les aurait fait transporter dans cet Éden artificiel. À leur réveil, il leur disait « Ceci est un avant-goût du paradis. Si tu me sers fidèlement et meurs en martyr, tu y retourneras pour l'éternité. » Ce récit est contesté par les historiens modernes, mais sa force symbolique est énorme. Le mot « assassin » lui-même viendrait du mot « hashashn », terme péjoratif utilisé par leurs ennemis pour désigner les fidèles d'Hassan. En réalité, il est peu probable qu'ils aient réellement consommé du hashish. Ce qui est certain, en revanche, c'est que leur endoctrinement psychologique et leur conditionnement spirituel étaient redoutablement efficaces. À la différence des autres forces militaires, l'ordre des assassins n'a pas de frontières. Il se déploie comme une toile d'araignée sur tout le Proche-Orient. Des forteresses sœurs d'Alamut sont construites dans d'autres régions de Perse et de Syrie. Masyaf, Chadez, Lamassar. Chaque poste devient un nœud du réseau. Les daïs, prédicateurs ismaéliens, infiltrent les villes, convertissent en silence. Chaque nouveau converti devient un maillon. La structure de l'ordre est hiérarchisée, mais extrêmement discrète. Peu savent qui est vraiment qui. Cela rend l'ordre infiltrable, mais non neutralisable. Les espions de l'ordre surveillent les déplacements des souverains ennemis. Des messagers se déplacent de nuit entre les montagnes pour transmettre les ordres d'Hassan. Le tout sans armes lourdes, sans armée conventionnelle, mais avec une discipline impitoyable. Au moment où les croisades battent leur plein, les Francs découvrent, sidérés, qu'un pouvoir de l'ombre contrôle certaines routes clés des montagnes. Les assassins attaquent rarement les croisés directement, préférant se concentrer sur leurs ennemis musulmans. Mais une rencontre historique va tout changer. Baudouin II de Jérusalem aurait reçu une délégation d'assassins venus proposer une alliance tacite contre les Seldjoukides. On ignore si ce pacte fut formalisé, mais de nombreux documents montrent que les assassins ont joué un double jeu subtil, tantôt s'alliant aux croisés, tantôt aux musulmans, selon leurs intérêts spirituels. Saladin, héros de l'islam sunnite, est l'un de leurs ennemis les plus acharnés. À 2 reprises, il échappe de peu à des tentatives d'assassinat. La dernière, menée en 1176, faillit lui coûter la vie. Il décidera de raser certaines places fortes de l'ordre, mais sans jamais parvenir à toucher Alamout. Le vieux de la montagne reste intouchable. Pendant ce temps, Hassan ibn al-Sabah poursuit son œuvre spirituelle. Il établit à Alamout une société quasi utopique, fondée sur une ascèse rigoureuse, l'étude du Coran ésotérique et la loyauté absolue à l'ordre. Il bannit l'alcool, les plaisirs charnels, et même ses propres fils sont jugés trop faibles pour hériter du pouvoir. Il prône une réforme de l'intérieur, par l'esprit. Il règne par la persuasion, pas par l'or ni le sabre. Et pourtant, son autorité est absolue. Les fidèles acceptent la mort sans question. Les villages alentours paient tribut à l'ordre, et même les grands souverains hésitent à prononcer son nom. En 1124, Hassan meurt paisiblement dans sa forteresse. Il laisse derrière lui un héritage spirituel, politique et mythologique sans égal. Il est remplacé par Kiya Buzurg Ummid, qui continue son œuvre. Avec la mort d'Hassan, l'ordre entre dans une nouvelle phase, plus politique. Mais sa légende commence déjà à se figer. Il devient une figure mythique, comme Gilgamesh, Moïse ou Odin. Un homme entre 2 mondes, celui de la foi et celui du contrôle absolu.
Des chroniqueurs arabes comme Ibn al-Athir et occidentaux comme Guillaume de Tyr contribuent à faire du vieux de la montagne un archétype, celui du manipulateur invisible, du maître du destin, de l'homme qui défie les empires avec une poignée de croyants. Ce deuxième chapitre nous a plongé dans l'apogée des assassins. Nous avons vu comment, à partir d'une citadelle isolée, un homme et ses disciples ont redéfini l'art de la guerre, de la foi et de la propagande. Tout empire fondé sur le silence peut être détruit par un cri. Après la mort d'Hassan ibn al-Sabba en 1124, son successeur, Kiya Buzurg Ummid, prend les rênes d'Alamut. Contrairement à ce que l'on aurait pu craindre, l'ordre ne sombre pas dans le chaos. Au contraire, il devient plus structuré, plus hiérarchisé. L'ombre d'Hassan plane sur chaque décision, chaque acte, comme un dogme vivant. Buzurg Ummid renforce les forteresses ismaéliennes en Perse et en Syrie. Il continue la politique des assassinats ciblés contre les ennemis de l'ordre, tout en prônant la discrétion absolue. L'ordre des assassins atteint alors un statut quasi diplomatique, respecté, redouté, parfois même sollicité. Mais cet équilibre est précaire. Les Seldjoukides, bien que affaiblis, n'ont pas oublié la menace. Et un nouveau péril se profile à l'horizon, bien plus terrifiant, les Mongols. En 1219, Gengis Khan déclenche sa campagne de conquête vers l'ouest. Les grandes cités musulmanes tombent une à une. Boukhara, Samarcande, Nishapur, rien ne résiste à la fureur mongole. Lorsque ses successeurs prennent le relais, ils ciblent tous les bastions de pouvoir et l'ordre des assassins en fait partie. Hulagu Khan, petit-fils de Gengis, reçoit pour mission de soumettre le monde musulman et de raser tous les foyers de résistance. Pour lui, Alamut devient un objectif symbolique. Détruire cette citadelle, c'est anéantir un siècle de peur invisible. Mais avant cela, l'ordre est miné de l'intérieur. Vers la fin du XIIe siècle, l'ordre commence à changer de nature. Sous les successeurs de Buzurg Ummid, l'intégrité idéologique de l'ordre se détériore. Le leadership devient plus héréditaire que méritocratique. Des débats internes surgissent sur l'interprétation du message d'Hassan, sur l'utilité réelle des assassinats. C'est dans ce contexte troublé que surgit une figure tragique. Rukn al-Din Khurshah, le dernier grand maître de l'ordre. Héritier d'un système épuisé, tiraillé entre traditions spirituelles et exigences militaires, il tente de négocier avec Hulagu. Mais les Mongols ne négocient pas. Ils exigent une capitulation totale. Rukn al-Din essaie de gagner du temps, envoie des ambassadeurs, propose des compromis. Pendant ce temps, les Mongols encerclent Alamut. La citadelle n'est plus qu'une prison dorée. En 1256, les Mongols entament le siège d'Alamut. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, il n'y a pas de grande bataille épique. Le moral des troupes est bas, les ressources limitées. Rukn al-Din finit par se rendre. Il livre la citadelle aux envahisseurs, à la grande stupeur des fidèles. Les Mongols rasent la forteresse, détruisent la bibliothèque secrète d'Alamut, qui contenait selon certaines sources des manuscrits ismaéliens d'une valeur inestimable. Rukn al-Din est épargné quelques mois, puis exécuté avec sa famille. L'ordre des assassins, tel qu'on le connaissait, est mort. Mais comme toujours dans les histoires de l'ombre, la fin n'est jamais totale. Des réseaux survivent en Syrie, en Inde, au Yémen. Des disciples préservent les rites dans le secret des souks, dans les montagnes, dans les villages oubliés. Les Nizarites, branche de l'ismaélisme, continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui. Leur chef spirituel moderne est connu sous le nom d'Aga Khan. Bien que pacifique et tourné vers l'humanisme contemporain, il revendique l'héritage symbolique d'Alamut. Une légende affirme que, bien après la chute d'Alamut, des assassinats ont continué à avoir lieu, signés du sceau silencieux des Fidaïyoun. Certains historiens pensent que les méthodes de l'ordre ont inspiré d'autres sociétés secrètes, templiers, francs-maçons, même les services secrets modernes. Derrière cette chute physique, une idée a survécu, celle qu'un petit groupe d'hommes déterminés, convaincus et organisés peut changer le cours de l'histoire, sans armée,
sans or, sans royaume. L'ordre des assassins a traversé 2 siècles, régnant sur l'invisible, dictant sa loi par la peur et la foi. Mais même l'empire des ombres ne peut résister à la tempête mongole. La citadelle est tombée, mais le mythe est resté. Ce qui commence dans l'ombre finit souvent dans la légende. Le réveil des ténèbres. Lorsque la poussière des ruines d'Alamut se dissipe, ce n'est pas le silence qui reste, mais l'écho. Un écho qui se transforme en récit. Et les récits deviennent des mythes. Hassan ibn al-Sabah, le vieux de la montagne, devient un fantôme errant à travers les mémoires orientales et occidentales, un nom chuchoté dans les palais comme dans les tentes nomades. Ce n'est plus l'homme que l'on craint, mais son souvenir. Car là où l'histoire s'arrête, la légende commence. L'un des premiers à populariser le mythe en Europe est Marco Polo. Dans ses récits, il affirme avoir entendu parler d'un vieux de la montagne qui droguait de jeunes hommes avec du hashish, les emmenait dans un jardin luxuriant semblable au paradis islamique, puis les réveillait et leur disait « Si tu veux retrouver cela après ta mort, obéis-moi aveuglément. » Selon Marco Polo, ces jeunes devenaient des assassins, prêts à mourir sans peur. C'est ici que naît l'étymologie controversée du mot « assassin », dérivé de « Shashin ». Mais il y a un problème. Marco Polo ne s'est jamais rendu à Alamut. Tout indique qu'il a rapporté des rumeurs entendues sur la route de la soie. Néanmoins, son récit devient un outil de propagande européenne. Les croisés eux-mêmes redoutaient les assassins, qu'ils croyaient capables de pénétrer jusqu'aux chambres royales. Ainsi, dès le Moyen-Âge, Hassan devient le prototype médiéval du conspirateur invisible. Dans le monde musulman, la figure de Hassan est plus nuancée. Pour les sunnites orthodoxes, il est un hérétique, un manipulateur, un danger pour l'unité islamique. Pour certains chiites, notamment les nizarites ismaéliens, il est un réformateur, un guide spirituel mal compris. Le schisme musulman entre sunnites et chiites n'est pas qu'une affaire de théologie. Il est politique, identitaire, symbolique. Hassan, en fondant un État également spirituel et militaire, a osé créer une troisième voie, ni sunnite, ni chiite orthodoxe, mais radicalement ismaélienne. Ce qui le rend immortel, c'est que personne ne le revendique totalement, et pourtant tout le monde s'en inspire. Les traces du vieux de la montagne apparaissent à travers les âges. Dans la littérature européenne du XIXe siècle, les assassins sont mentionnés dans des romans gothiques comme des sociétés occultes. Au XXe siècle, l'ordre inspire des auteurs comme Vladimir Bartol, qui publie en 1938 Alamut, roman philosophique où Hassan prononce la célèbre phrase « Rien n'est vrai, tout est permis ». Cette même citation est reprise par les jeux vidéo Assassin's Creed, franchise mondiale qui a redonné une visibilité planétaire à Hassan ibn al-Sabah. Ce n'est plus seulement une histoire, c'est une matrice de fiction, de philosophie et de subversion. Hassan est devenu un symbole polymorphe de la rébellion, un homme qui, sans armée, a ébranlé des empires, du contrôle absolu, l'image d'un leader qui transforme la foi en arme, du doute radical, l'idée que la réalité est un voile manipulable. Certains analystes contemporains voient en lui un précurseur des réseaux clandestins modernes. D'autres le considèrent comme un proto-anarchiste. Et les plus mystiques y décèlent la figure d'un mage politique. Aujourd'hui, la forteresse d'Alamut n'est qu'une ruine perchée dans les montagnes d'Elbourz, en Iran. Pourtant, elle attire chercheurs, curieux et initiés. Certains affirment que des manuscrits y sont encore enfouis. D'autres disent que la vérité sur le jardin de paradis attend d'être dévoilée. Mais ce que nous savons, c'est que le vieux de la montagne n'a jamais vraiment disparu. Il vit dans chaque question non résolue, dans chaque mythe d'homme seul contre le monde, dans chaque stratégie de peur fondée sur la foi. Hassan ibn al-Sabah fut bien plus qu'un leader religieux ou un stratège militaire. Il fut un architecte de l'invisible, un maître du possible dans l'impossible. Sa mémoire transcende les époques parce qu'elle répond à une question intemporelle. Peut-on réellement changer le monde sans armée,
sans royaume, juste avec la foi et la volonté? Et si la réponse est oui, alors le fantôme d'Alamut veille toujours. Et voilà. Vous venez de traverser un millénaire de secrets, de luttes spirituelles, de manœuvres invisibles et de rêves de domination à travers les yeux d'un homme devenu plus qu'un homme, Hassan ibn al-Sabah, le vieux de la montagne. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez ressenti, comme nous, cette étrange fascination pour ces figures qui marquent l'histoire, autant par ce qu'elles ont fait, que par ce qu'on raconte d'elles. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette épopée jusqu'à la fin. C'est grâce à votre curiosité, votre passion pour les récits oubliés et votre envie de comprendre le monde autrement que cette chaîne peut continuer d'exister. Si cette histoire vous a intrigué, ému ou fait réfléchir, laissez un like, partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes. Chaque soutien compte, vraiment. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucun de nos futurs récits. Il y a encore tant d'histoires à vous raconter. Des histoires qui dérangent, qui bouleversent, qui inspirent. Encore merci. Et souvenez-vous, les ombres du passé ont parfois plus de lumière qu'on ne le croit. À très bientôt.